Bonjour les internautes, donc je suis Frédéric Mariez, je suis le président du mouvement matricien, un blog d'anthropologie consacré au matriarcat et au patriarcat, donc on n'en parlera pas trop dans cette vidéo, et on parlera plutôt de récentisme. Alors quand vous tapez récentisme dans Google, vous trouverez ma page en deuxième ou première ligne. J'ai la page la mieux référencée sur Google. Donc, à travers cette vidéo, je vais répondre à Marion Sigaud et à Claire Colombi, qui défient les récentistes de leur répondre. Donc, de répondre à leurs questions et à leurs argumentaires que je qualifierais de fallacieux, de sophistes. Alors, pourquoi sophiste? Pourquoi? Parce que fondé sur des amalgames, sur des raccourcis, sur des déformations. C'est quasiment de la diffamation, donc c'est un peu facile de déformer les arguments adverses pour pouvoir mieux les réfuter. Donc déformer les arguments adverses et puis nier les arguments adverses. Donc uniquement réfuter les arguments qui les arrangent. Alors, je remercie Air Bourgogne d'avoir donné la parole à ces deux historiennes. Alors je ne suis moi-même pas historien, je n'ai pas les diplômes, mais je pense avoir la rigueur intellectuelle pour mener une enquête journalistique qui, en recoupant toutes les sources possibles, permet de dégager une vérité. Donc un petit clin d'œil à ER Bourgogne dans le sens où la vallée de la Bourgogne recèle d'innombrables églises romanes, c'est même, semble-t-il, l'épicentre du rayonnement de l'art roman. Et selon beaucoup d'écoles récentistes, les églises romanes ne sont rien d'autre que des basiliques gallo-romaines de l'Antiquité tardive, et non pas médiévale. Et elles ne sont non pas dédiées à Notre-Dame la Vierge Noire, mais, parce que dans ces églises-là, il y a beaucoup de Vierges Noires, mais à Isis. Isis, la déesse de la fin de l'Empire romain. Hein, il faut savoir que la Gaule et tout l'Empire romain étaient jonchés, enfin étaient recouverts de temples dédiés à Isis, et bizarrement, on ne retrouve quasiment aucun de ces temples. Et, la vérité, c'est que ces temples, c'est pas qu'ils ont disparu, c'est qu'on est dedans, quoi. Les églises sont des temples d'Isis. Voilà. Donc, je citerai par exemple l'abbaye de Tournus, Tournus qui se trouve au nord de Lyon. Donc, alors l'abbaye de Tournus était une garnison romaine. Et dans cette abbaye de style roman, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une basilique romaine, on trouve un pilier dédié à Isis. Alors ça, j'ai trouvé sur un site non récentiste, mais un site plutôt révisionniste de l'histoire médiévale. Alors bon, je pense pas que ce pilier soit accessible aux visiteurs, mais du moins, j'ai les photos. Et au fond de la nef, on peut observer une mosaïque romaine, donc qui représente un zodiaque, et le petit texte qui commente cette mosaïque à destination des touristes explique qu'on trouve ça bizarre, que les archéologues trouvent ça bizarre qu'on trouve une mosaïque romaine dans une basilique romane, dans une abbaye romane. Je me demande parce que cette abbaye est peut-être non pas romane mais romaine. Alors, donc j'ai pris les petites notes pour pouvoir répondre. Donc, moi j'aurais une question à la fin, et je spoil un petit peu la fin de l'interview de cette vidéo. Une question à poser à Claire Colombi et à Marion Sigaud. Voilà, ce sont des historiennes, mais l'histoire c'est pas concret. L'histoire c'est du papier, c'est faire de l'histoire, c'est se documenter dans des archives, les fameuses archives papier. Et moi, je les invite à faire un petit peu d'archéologie. Alors, elles vont me dire, oui, mais cela ne relève pas de leurs compétences. Les archives papier, c'est falsifiable, mais l'archéologie en dur, c'est assez difficile à falsifier. Donc, je les invite, par exemple, à me trouver les preuves archéologiques que l'empire byzantin médiéval chrétien
ait bien existé, c'est-à-dire, on va dire, de Justinien à la prise de Constantinople. Quelle preuve avons-nous que cet empire a bel et bien existé? Bon, on y reviendra à la fin. Voilà, là c'est pour vous faire regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors, donc je vais démonter l'argumentaire de mesdames Sigo et Colombie point par point, qui je le pense ne défendent pas l'histoire, mais elles défendent leur religion catholique, et qui font de l'histoire une religion. Voilà. Alors, puisqu'elle n'est pas remise en cause. Alors, première erreur de Marion et Claire, c'est de croire que Fomenko remet en cause le Moyen-Âge. Et ça s'attaque au christianisme. C'est pas vrai. La plupart des écoles récentistes, oui, remettent en cause le Moyen-Âge chrétien, et la plupart des écoles disent que le Moyen-Âge chrétien est un copier-coller, donc une fiction inspirée de l'Antiquité polythéiste qui est réelle. Fomenko, c'est l'inverse. Fomenko prétend que c'est le Moyen-Âge chrétien qui est réel et que c'est l'Antiquité polythéiste qui est un copier-coller du Moyen-Âge. Voilà. Donc, Fomenko ne détruit absolument pas l'âge d'or chrétien, mais simplement il le déplace non plus sur Rome, il le déplace de Rome à Constantinople. Voilà. Donc Fomenko s'invente un âge d'or médiéval chrétien, non pas romain, mais un âge d'or médiéval Constantinople, byzantin, quoi. Voilà. Donc, alors, autre erreur, autre sophisme de la part de ces dames. Alors, elles me connaissent un petit peu, enfin, du moins, Marion Sigaud m'a déjà vu au théâtre de la Main d'Or, où je suis venu contester son argumentaire concernant l'hôpital général, notamment sur la Pitié-Salpêtrière. Donc, mon argumentaire a été assez mal reçu. Donc, bon, c'est pas grave, mais je les invite à m'inviter à venir débattre en face à face avec elles. Alors elles vont me dire que je ne suis pas historien, je n'ai pas les diplômes, mais je pense que je suis en mesure de leur tenir tête au niveau argumentaire. Et voilà. Même des fois, il vaut mieux ne pas avoir fait d'études universitaires pour garder une certaine ouverture d'esprit et ne pas perdre de temps dans des recherches futiles. Voilà. Alors, autre sophisme. Elle réfute le mythe de Jason et les Argonautes, vous savez. Donc elle cite le mythe de Jason et les Argonautes qui partent à la quête de la toison d'or, et le récit est relaté par le centaure, donc la créature mythologique mi-homme mi-cheval nommée Chiron. Chiron qui date l'événement d'après les constellations. Alors, elles disent, mais puisque c'est de la mythologie, puisque les centaures n'existent pas, donc la datation de ce mythe est fausse, enfin elle n'a aucune valeur. Alors, ce que je dirais, c'est, mais quelle est la différence entre un récit mythique et un récit historique? Voilà. Si les Argonautes, si Jason et les Argonautes est un mythe, pourquoi pas Saint-Louis ou le récit de Saint-Louis de Charlemagne, hein, qui m'ont l'air plus d'être des super-héros de Marvel Comics chrétiens que des personnages historiques réels. Alors bon, effectivement, la plupart des écoles récentistes constituent effectivement une attaque de l'âge d'or médiéval chrétien, et même de l'Église catholique. Mais je précise, je ne suis ni franc-maçon, ni juif, personne ne me paye pour faire ça. Donc voilà, donc je réponds à Marion et à Claire parce que j'ai le site le plus en vue sur le sujet, et donc voilà. Voilà, effectivement, c'est une remise en cause du christianisme. Enfin, moi, je pense pas que ça soit comment dire, seulement le haut Moyen Âge qui soit falsifié, mais depuis la conversion de Constantin,
au christianisme et la soi-disant conversion de l'Empire romain au christianisme. Voilà. Donc effectivement, oui, c'est abattre la mythologie catholique, je reconnais. Euh, alors, oui, donc je reviens sur le mythe de Jason et des Argonautes. Donc ce n'est pas parce que il s'agit de mythologie grecque que la datation est forcément fausse. Ça, c'est un sophisme de circonstance. C'est-à-dire que si la circonstance de l'argument est fausse, alors l'argument, la teneur de l'argument est faux aussi. Non, on peut très bien avoir un mythe, mais avec une datation précise. Enfin, pourquoi ce mythe, pourquoi la datation de ce mythe ne correspond pas à la datation académique, ce qu'on appelle la chronologie officielle, l'histoire officielle, c'est la chronologie, l'histoire officielle, c'est celle acceptée par la plupart des historiens, celle enseignée dans les universités, et celle qui a été établie par l'inventeur, par le créateur de la science de la chronologie, qui est Joseph Scaliger, que Claire Colombi prétend ne pas connaître. Il suffit de taper Scaliger dans Google, et vous trouverez que c'est l'inventeur à la Renaissance de la science de la chronologie. Donc voilà, c'est ça la chronologie officielle. Donc voilà, expliquez-moi la datation de ce mythe qui ne correspond pas à la datation de la chronologie officielle. Voilà. Ensuite, autre argument fallacieux de mesdames. Ouais, je repense encore un détail. Bon, je vais un peu dans toutes les directions. Donc, Fomenko, la thèse de Fomenko, c'est pas un récentisme anti-chrétien, c'est un récentisme pro-chrétien, mais un récentisme pro-orthodoxe, parce que Fomenko est un bon chrétien russe orthodoxe. Voilà. C'est juste qu'il est un petit peu frustré, à mon avis, de cet âge d'or centré sur Rome et non pas sur sa Byzance chérie. Voilà. Alors donc, je disais, autre sophisme de ces dames. Elles affirment que, puisque la falsification de l'histoire a été opérée en 1582 par le pape Grégoire, donc lors de l'instauration du calendrier grégorien, alors, selon les récentistes, les documents précédents 1582 sont faux. Aucun récentiste n'a affirmé cela, et aucun récentiste n'a affirmé que la falsification de l'histoire a commencé en 1582. C'est juste que 1582, c'est une étape phare, on va dire une mise à plat une remise à plat de l'histoire. Mais la falsification de l'histoire a commencé bien avant. Ainsi, on relit de ça. Pour lui, la falsification commence à la fin des croisades, avec Philippe le Bel. Alors, Philippe le Bel, c'est le petit-fils de Saint-Louis, donc oui, c'est à la fin des croisades. Et puis bon, il y a d'autres périodes qui sont falsifiées. Il y a, on peut regarder l'histoire de Rome, par exemple, dans tout le monde enfin, c'est de notoriété publique que l'histoire de la fondation de Rome est assez mythologique. Il en va de même pour les dynasties égyptiennes, fondées notamment sur comment ça s'appelle, les chroniques de Manéthon. Tout le monde sait que les trois quarts, ça relève de la mythologie. Voilà. Donc, personne ne conteste le bas Moyen-Âge. Donc, on va dire que le bas Moyen-Âge, c'est après les croisades. Personne ne conteste ces périodes-là. Donc, inutile de sortir des documents datés de la fin du XIIIe, du XIVe, du XVe, voire du XVIe siècle. On s'en fout, c'est pas ces périodes-là. Personne ne conteste ces périodes-là. Et autre mensonge alors je sais pas si c'est qui a menti, si c'est E.R. Bourgogne ou si c'est Claire Colombi, mais à un moment, mademoiselle ou madame Colombi présente un documentaire dit mérovingien. Elle dit voilà, cette archive mérovingienne, elle est écrite avec des caractères mérovingiens, donc c'est mérovingien, c'est un vrai. Voilà. Et après, pendant qu'elle parle, on montre à l'écran un document, une archive médiévale, quoi. Et au marqueur vert, on indique la date. On indique la date de 1245, me semble-t-il. Je vais vérifier.
1245, 1200, on indique la date du 25 juin 1246, en parlant d'un document mérovingien dit authentique. Excusez-moi, mais les mérovingiens, c'est pas 1246, hein. Les mérovingiens, si ma mémoire est bonne, c'est 6e, 7e, peut-être un petit peu du début du 8e, hein. Bon, voilà, mais c'est certainement pas 1246 en plein milieu, enfin, plutôt vers la fin des croisades, quoi. Donc voilà, argument fallacieux. Qu'est-ce qu'il y a comme argument fallacieux encore? Ah oui, alors elle présente, Colombie présente le Domesday Book. Le Domesday Book, donc, qui est un document qui fait l'inventaire des richesses du royaume d'Angleterre, et elle prétend que ce document est daté de 1066, d'après la bataille de Hastings, lorsque Guillaume Conquérant conquit l'Angleterre. Mais qui affirme ça? Qui affirme cette datation-là? Alors moi, de ce que j'ai vérifié dans Wikipédia, nulle part dans le Domesday Book il est indiqué que ce document date de 1066, après la bataille de Hastings, avec Guillaume le Conquérant. Non, c'est, semble-t-il, les chroniques anglo-saxonnes qui sont à authentifier, les chroniques anglo-saxonnes qui affirment que le Domesday Book date de 1066, après la bataille de Hastings, avec Guillaume le Conquérant. Donc voilà, pour l'instant, pour moi, le Domesday Book, rien ne permet de le dater, hein. Que dire, alors, mesdames parlent des archives arabes. Effectivement, les archives arabes, faudrait les authentifier, d'une part, et il faudrait les dater. C'est-à-dire comment ces archives ont été datées. Le problème, c'est que le calendrier islamique, enfin, il y en a pas un seul, il y en a 36. Il est lunaire, il est très irrégulier, et il n'y a pas deux pays islamiques qui possèdent aujourd'hui le même calendrier. Donc, je me demande comment on se repère dans les archives arabes. Et c'est un problème qui touche toutes les archives à travers le monde, parce que les gens vont me dire, ah mais c'est pas possible qu'on ait falsifié les chroniques de Chine, les chroniques, je sais pas, du Japon, d'Inde, etc. Le problème, c'est que dans chaque civilisation a ses propres chroniques, avec son propre calendrier, avec ses propres noms pour les lieux et pour les événements, pour les personnages. Donc, comment établir les correspondances entre toutes ces chroniques, entre toutes ces chronologies, hein. Il y a pas plus ressemblant à un règne qu'un autre règne, hein. Il y a pas plus ressemblant à une bataille qu'une autre bataille. Donc tout ça n'est qu'affaire d'interprétation. Bon, je parle dans des chroniques plus récentes. Je sais pas moi, quand Louis XIV envoya une ambassade au royaume du Siam, alors je conteste pas cette période-là, mais bon, effectivement, la venue des ambassadeurs de Louis XIV à la cour du Siam, donc l'actuelle Thaïlande, a été enregistrée dans les chroniques thaïlandaises, mais je doute que Louis XIV soit appelé Louis XIV dans les chroniques thaïlandaises, parce que c'est imprononçable. Pour un Thaïlandais siamois, c'est pas possible. Donc ils vont forcément donner un petit nom. Donc chaque civilisation donne un petit nom différent à chaque souverain. Donc comment s'en sortir, hein? C'est comme, je sais pas moi, un exemple très simple, l'Allemagne, c'est un nom très différent d'un pays à l'autre. L'Allemagne, pour l'Allemagne, pour nous les Français, c'est l'Allemagne. Pour les anglophones, c'est Germany. Pour les Allemands, c'est Deutschland. Donc voilà, peut-être que dans 1000 ans, on va croire que Germany, Deutschland et Allemagne, ce sont trois royaumes différents qui se sont succédés, puis on peut rajouter la Prusse. Donc on peut facilement étaler quatre chronologies, enfin, on peut étaler la chronologie d'un même pays, on peut le quadrupler, quoi. Voilà. Donc comment établir les correspondances entre ces différentes chronologies? Ensuite, alors Colombie affirme que c'est aux récentistes d'apporter la preuve que le Moyen-Âge n'existe pas, et non pas aux historiens académiques d'apporter la preuve que le Moyen-Âge existe. Non, ça c'est un sophisme. C'est le sophisme d'inversion de la charge de la preuve. Donc très utilisé notamment dans le domaine des avocats, de la justice. C'est-à-dire que c'est à celui qui affirme qu'une chose existe
d'apporter la preuve, et non pas celui qui affirme qu'une chose n'existe pas, d'apporter la preuve. On ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas, on peut prouver que quelque chose existe. Donc c'est aux historiens classiques d'apporter la preuve que le Moyen-Âge chrétien a existé. Voilà. Ensuite, moi j'invite, comme je le disais tout à l'heure, les historiens à sortir un petit peu de la paperasse historique, parce que l'histoire ce n'est rien d'autre que du papier, et de s'intéresser un peu plus au concret. Donc concret en anglais c'est concrete, c'est le béton, donc le dur. Donc de faire un petit peu de l'archéologie, hein, et puis pas besoin de. Alors faut savoir comment l'archéologie est construite, hein. Alors ça on peut expliquer hein, comment se fonctionnent les datations, comment on date par la typologie des objets. Alors, on utilise rarement le carbone 14. D'ailleurs, le carbone 14, alors ouais, ok. Quelles sont les failles du carbone 14? Déjà, la première faille du carbone 14, c'est de supposer que l'absorption et l'émission de carbone 14 par les organismes vivants est constante à travers le temps, ce qui est faux, parce que ça dépend notamment du rayonnement solaire, s'il y a eu par exemple des éruptions volcaniques ou de la pollution, voire même de la radioactivité. Et voilà, et de croire que le carbone 14, c'est juste mettre un bout d'échantillon dans une machine, appuyer sur le bouton et paf, on a une date. Non, déjà on a une fourchette de date, et ensuite cette fourchette elle est établie par rapport à un étalon, c'est-à-dire que on va comparer la quantité de carbone 14 par rapport à un objet dont on prétend connaître la datation. Le problème, c'est que comment on a daté ce premier objet? Par exemple, les manuscrits de la mer Morte ont été datés en comparant leur concentration en carbone 14 avec la concentration de Bibles dont on prétend connaître la datation. Mais ces Bibles-là, comment on les a datées? Le problème, c'est que leur datation, elle est pas du tout... elle est très contestable. Hein. Voilà, donc on peut juste dire que ces deux Bibles, enfin, le manuel de la mer Morte et ces Bibles anciennes sont approximativement de même époque. On ne peut pas affirmer que ça date du début de l'ère chrétienne. Voilà. Donc, et ce qui est étonnant, bon, si on garde quand même l'argument du carbone 14, c'est que le carbone 14 affirme que le Saint-Suaire de Turin, dont Fomenko parle de long en large et que Colombi ne parle pas, c'est bizarre ça. Pourquoi? Alors je vous vois, mademoiselle Colombi, vous qui voulez démonter Fomenko, pourquoi n'abordez-vous pas la vidéo sur la datation carbone 14 du Saint-Suaire de Turin? Voilà. Donc le Saint-Suaire de Turin, semble-t-il, date du XIIe siècle. Alors c'est peut-être pas que c'est un faux, c'était tout bonnement que le XIIe siècle, c'est l'Antiquité romaine. Idem pour la Louve capitoline, hein, un autre symbole de Rome, enfin de la civilisation romaine. Donc la fameuse louve en bronze, symbole de Rome que l'on peut voir au palais du Latran, me semble-t-il, au Vatican. On la croyait datée du VIe siècle avant Jésus-Christ, lors de la royauté de Rome et fondue par des Étrusques. Et en fait, lorsqu'on a étudié les traces de cire perdue autour, on se rend compte que ça date, pareil, à peu près du XIIe siècle. Voilà. Alors il y en a qui me diront, ah mais c'est une fausse, c'est une copie. De toute façon, dans l'Antiquité romaine, on connaissait pas la cire perdue. Bon, ça, je pense que c'est discutable aussi. Mais en tout cas, c'est quand même deux symboles, hein, le Saint-Suaire et la Louve capitoline, qui datent du XIIe siècle. Qu'est-ce qui est encore faux, hein, il y a encore d'autres symboles importants dans l'histoire de Rome qui sont des faux reconnus, comme la donation de Constantin. Donc on sait depuis le XVe siècle que c'est un faux. Alors l'histoire officielle dit que c'est un faux document papier, mais qui relate un événement réel. Donc cet événement réel, c'est que l'empereur Constantin a vu une croix dans le ciel, s'est dit tiens, je vais me convertir au christianisme. Puis il a gagné contre Maxence sur le pont Milvius. Puis il a légalisé le culte chrétien. Puis il s'est dit tiens, ma mort, sur mon lit de mort, je vais partager mes pouvoirs, les pouvoirs impériaux, quoi. Les pouvoirs de l'impérium, je vais les partager avec le pape Sylvestre. Moi, je trouve que ça relève de la mythologie.
Donc, si la donation de Constantin est fausse, pourquoi l'événement ne serait-il pas faux? Et puis, combien y a-t-il d'autres faux de la même importance? Donc encore une fois, concernant les faux, je répète, inutile de montrer des archives italiennes du XIVe siècle, de 1300 et quelques, dont personne ne conteste l'authenticité. Donc c'est vraiment se battre contre des moulins à vent. Alors j'invite aussi à ouvrir les commentaires sous les vidéos, parce que apparemment on ne voulait pas qu'on débatte de vos vidéos. Donc si on peut pas débattre, ça veut dire que l'histoire officielle, enfin l'histoire de l'Église est un dogme religieux. Qu'est-ce qu'on pourrait parler encore les questions, les fameuses questions de Claire et Marion. Question numéro 1. Donc, une chronologie récentiste. Alors, moi, ma chronologie, ma version des faits, c'est que l'empereur Constantin ne s'est jamais converti au christianisme, qu'il n'y a jamais eu de conversion de l'Empire romain au christianisme, et que toute l'histoire est fausse jusqu'à la dernière croisade. Alors seule la dernière croisade a pu être vraie, donc il est possible que les Arabes aient pu voir déferler une petite vague de croisés à la toute fin du XIIIe siècle, dans les années 1270, me semble-t-il. Voilà, donc tout ce qu'il y a avant, ça relève comment dire, ça relève de la mythologie, que ce soit Charlemagne ou Saint-Louis, pour moi, ils sont aussi réels que Superman et Captain America qui ont combattu les nazis et les communistes. Voilà, c'est aussi réel. Bon, alors encore, et puis pour ces personnages-là, je dis où sont les vestiges archéologiques. On pourrait aborder rapidement les monnaies. Ça, c'est un élément archéologique assez peu falsifiable. Ce qu'on remarque, c'est que la plupart des monnaies anciennes datent de l'Antiquité, donc de l'Antiquité grecque et romaine, et sont d'excellentes factures. Les portraits sont quasiment des photos des empereurs, des souverains, donc on reconnaît très bien le visage d'Alexandre le Grand, de Philippe II de Macédoine, de Néron, Caracalla, Auguste, etc. Et Constantin aussi. Et puis, à partir de la conversion de Constantin, bizarrement, la qualité des monnaies diminue, et la quantité aussi. Et à la fin de l'Empire romain, on se retrouve avec des cacaboudins, des monnaies extrêmement laides, qui ressemblent plus à rien. Puis après, au Moyen-Âge, on a des monnaies qui sont des pâles copies de monnaies romaines et de monnaies gauloises. Par exemple, on a les monnaies visigoths, qui sont des mauvaises copies de monnaies romaines. Voilà, ça ressemble plus à rien, le graphisme est très laid. Pareil, les monnaies mérovingiennes, soit c'est des copies de monnaies romaines, soit c'est des copies de monnaies gauloises. Alors on va dire, oui, mais c'est du temps des barbares, il n'y a pas d'État centralisé. Ah, mais oui, mais les Gaulois ont fait d'excellentes monnaies, et pourtant, ils étaient ni chrétiens, ni dans un État centralisé, c'était des barbares, quoi. Alors pourquoi les Mérovingiens sont-ils incapables de faire aussi bien que les Gaulois? Et puis ceux-là jusqu'à l'écu d'or de Saint-Louis. C'est-à-dire que jusqu'à l'écu d'or de Saint-Louis, la monnaie a quasiment disparu. On nous dit d'ailleurs dans Wikipédia qu'il y a des coins de France où on n'a pas vu de monnaie pendant des siècles. Même pas de monnaie argent. Mais j'ai un peu du mal à y croire. Alors on peut regarder les monnaies carolingiennes, pareil, elles sont très moches. Il y a une monnaie dite de Charlemagne où on voit un empereur romain qui écrit Carolus et on prétend que c'est Charlemagne. Bon, j'ai des doutes. Donc voilà. Et, moi je demande à savoir pourquoi il n'y a pas de monnaie commémorant les croisades. On a fait quand même 9 croisades, me semble-t-il, 8 ou 9. On a mobilisé les chrétiennes pour aller taper sur les Arabes. Il y a eu des victoires et des défaites. Pourquoi c'est pas commémoré? Pourquoi il n'y a pas une seule monnaie à l'effigie de Richard Cœur de Lion? Pourquoi, alors même en allant avant, puisqu'on a parlé de Guillaume le Conquérant, pourquoi il n'y a pas une seule monnaie qui commémore la bataille de Hastings et qui commémore le règne de Guillaume le Conquérant sur l'Angleterre? Merde, c'est énorme. Il y a pas une seule monnaie.
Et pourtant, ils ont le souvenir de la Rome antique, hein, ils savent très bien que les Romains commémoraient leur victoire sur les monnaies. Donc pourquoi des héritiers de la Rome antique, puisqu'ils se prétendent quand même, enfin ils veulent quand même ressusciter la grandeur de Rome, pourquoi ils ne sont pas fait pareil? Alors ensuite, on va finir, si on est déjà à 30 minutes. Alors, autre question, donc quid des écrits entre 1450 et 1482? Alors comme je vous disais, personne ne les conteste, hein, donc rien à dire. Quelle époque pour les vrais écrits antiques? Les écrits authentiques supposés authentiques. J'imagine qu'il faille enlever à peu près 1000 ans, quoi. Et puis après, même bon, si on enlève la période de la royauté de Rome, bon, moi je dirais qu'il faut enlever au moins 1000 ans, quoi. Voilà. Alors Split en Croatie, quid des églises médiévales trouvées dans la région de Split en Croatie. Donc effectivement, il y a un palais impérial romain de Dioclétien qui est en excellent état, et il n'y a pas de traces ce bâtiment juxtapose immédiatement des bâtiments de la Renaissance, enfin de la fin du Moyen Âge. C'est-à-dire que même à l'intérieur de la comment ça s'appelle du palais, il y a des bâtiments de la fin du Moyen Âge. Donc effectivement, on trouve aussi dans le coin des abbayes cisterciennes, des églises romanes probablement. Mais le problème, c'est que personne ne conteste la fin du Moyen Âge, personne ne conteste, on va dire, la fin le bas Moyen Âge, c'est-à-dire, selon moi, des croisades jusqu'à la découverte de l'Amérique. Donc, puis les églises romanes, hein, comme j'ai dit, les églises romanes, pour moi, c'est des basiliques gallo-romaines, hein, tout simplement. Donc des bâtiments antiques. Alors, où Voltaire a-t-il utilisé le mot récent ou récentisme? Bon, on s'en fout. Franchement, on s'en bat la race, quoi. Comme on dit vulgairement, excusez-moi. Alors, quid de la chronologie islamique? Bon, ça, je l'ai dit plus haut. Effectivement, comment sont datés les événements dans la chronologie islamique? Comment on a pu adapter le calendrier lunaire au calendrier romain, quoi, donc julien et grégorien. Et puis oui, l'authenticité de ces documents, dans quelles circonstances on a découvert ces documents, quoi. Souvent, les archives de l'histoire médiévale sont retrouvées dans des circonstances plus que douteuses, hein. Je me rappelle dans le livre de François de Sart, il expliquait que l'histoire de la chrétienté médiévale avait été retrouvée bizarrement à la Renaissance. Paf, on trouve par terre dans une bibliothèque. Tiens, on avait oublié l'histoire de la chrétienté pendant 1000 ans, et puis paf, tiens, on en redécouvre. Voilà, un peu comme les fameux passeports des terroristes du 11 septembre. Hein, on retrouve dans les décombres la carte d'identité intacte, où on retrouve la carte d'identité des frères Kouachi dans leur voiture. Voilà, je trouve ça troublant. Alors, la guerre des Gaules, quid de la guerre des Gaules? Bon, moi je m'en fous un peu de la guerre des Gaules. Effectivement, alors oui, pourquoi bâtir une identité pourquoi bâtir l'identité française sur l'échec donc d'Alésia? Bah tout bonnement parce que on pouvait pas dire que les Gaulois avaient gagné. Est-ce qu'on en admettant, je suis pas sûr, en admettant que la guerre des Gaules soit une fiction, pouvait-on inventer une guerre des Gaules où les Gaulois gagnent la bataille d'Alésia, où les Gaulois arrivent à repousser les Romains? Bah non, c'est pas possible parce que on voit aujourd'hui que partout en Gaule, enfin partout en France, il y a des vestiges romains. Donc il a fallu inventer un mythe qui soit en cohérence avec l'archéologie, hein, parce qu'apparemment l'archéologie vous connaissez pas. Donc un mythe en cohérence avec ce qu'on trouve, je sais pas, les arènes de Lutèce, les arènes de Nîmes, etc. Voilà. Donc forcément, il a fallu inventer une défaite. Le leitmotiv de la comment ça s'appelle de la comment dire de l'invention de l'âge d'or médiéval chrétien. Selon moi, alors comme je disais, il n'y a pas eu de conversion de l'Empire romain au christianisme, et je pense que la décadence des mœurs de Rome, en réalité, c'est une décadence des mœurs patriciennes, c'est-à-dire que la caste des patriciens à Rome
étaient assez puritaines, enfin dans le sens, enfin ils allaient au bordel effectivement et pratiquaient des orgies, mais seuls les patriciens pouvaient se marier et avaient une filiation paternelle, ce qui suppose une répression sexuelle sévère de la de la sexualité des femmes honorables, donc pour surveiller leurs vertus, donc virginité, fidélité, chasteté, etc. Et la plèbe n'était pas astreinte à ces contraintes-là, puisque la plèbe ne se mariait pas et avait une filiation maternelle. Et il en allait de même des Égyptiens. Alors ça, c'est pas reconnu officiellement, mais les Égyptiens n'épousaient pas leurs sœurs. C'est juste que l'homme élevait les enfants de sa sœur sans en être le géniteur. Voilà. Donc il n'y a pas de père, pas de mariage. Donc je pense que à la fin de l'Empire romain, il y a eu une émancipation des femmes qui fait que la caste des patriciens s'est cassée la gueule. Donc disparition du mariage et du père, comme on le voit aujourd'hui. Et que les patriciens se sont mis à vivre comme les plébéiens et comme les Égyptiens. Et qu'il y a eu une résurgence des cultes féminins, notamment d'Isis, venu directement des colonies d'Égypte, et d'Artémis, la fameuse Artémis d'Éphèse, qui est en fait un culte pré-olympien, un culte amazone, un culte anti-mariage même. Et donc je pense qu'à la fin de l'Empire romain, il y a eu une tendance à revenir au patriarcat. Parce que le patriarcat, c'est un ordre, donc le patriarcat, c'est une société fondée sur le droit paternel, c'est un ordre très fragile, quoi. Dès que les femmes reprennent leur droit naturel, paf, ça se casse la gueule. Le droit paternel se casse la gueule. Et une société matriarcale, c'est une société fondée sur le droit maternel, c'est-à-dire sur la filiation maternelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc on a eu une Rome décadente matriarcale, et puis je pense qu'il y a eu une catastrophe planétaire qui a attesté, enfin bon, ça c'est un très long sujet dont on peut débattre, mais on a les preuves absolues que il y a eu à la fin de l'Antiquité une catastrophe planétaire qui a décimé les 3/4 de l'humanité. Et je pense que parmi les survivants, il y a eu deux factions. Il y a eu d'un côté des ordres de chevaliers, des ordres équestres de chevaliers romains qui vénéraient Isis, qui sont en fait les Templiers, voilà, et qui ont voulu restaurer une civilisation dédiée à Isis. Voilà. Donc cette civilisation, c'est le début de la civilisation gothique. C'est pour ça que Notre-Dame de Paris, on sait très bien qu'elle est dédiée, que c'est dédié à Isis, quoi, par exemple. Toutes les églises Notre-Dame sont dédiées à Isis. Donc les chevaliers templiers sont des rescapés de l'Antiquité romaine. Ce sont des chevaliers de l'ordre équestre, enfin ce sont des ordres équites, voilà. Et parmi les survivants, il y a eu des nostalgiques de l'ancien ordre patricien. Alors ça c'est une hypothèse tout ça, hein. Il y a eu des nostalgiques de l'ancien ordre patricien et qui ont décidé de restaurer la caste des patriciens avec une nouvelle religion impériale, donc le christianisme, en mélangeant tous les anciens cultes de l'Empire en un seul et unique, et ce qui a donné donc voilà le culte de Jésus-Christ. Donc pour gommer le culte d'Isis, eh bien on l'a assimilé à celui de la Vierge Marie. On a inventé le culte de la Vierge Marie. Notamment, ces décisions ont été prises au concile d'Éphèse, me semble-t-il, en 300 et quelques, 345. Bon, bref, je suis pas un spécialiste, peu importe, hein, vous allez chipoter là-dessus. Bref, à Éphèse, où on vénérait la fameuse Artémis d'Éphèse. Et donc, toutes les basiliques gallo-romanes dédiées à Isis, ou Artémis, ou Bellissama, donc la Bellissama gauloise, ont été transformées en église mariale, dite romane. Voilà. Et tous les résistants à ce nouvel empire catholique, ce nouvel empire romain catholique, ont été passés par le fil de l'épée ou ont été brûlés sur le bûcher. Donc je pense que par exemple, lorsque Charlemagne convertit de force les Saxons, bon c'est un événement fictif mais inspiré de faits réels. Je ne pense pas que les Vikings aient vécu comment dire, au Moyen-Âge. Il n'y a aucune preuve matérielle, je pense que les Vikings ont vécu dans l'Antiquité. Et je pense que voilà, donc je suis un peu perdu là. Donc voilà, et donc les Cathares ne sont pas des hérétiques, ce sont tout simplement des résistants à ce nouvel empire. Les Templiers, ce sont aussi des résistants, et les sorcières,
peu importe qui est responsable, que ce soit le clergé, que ce soit des autorités laïques, etc., on s'en fout. C'est quand même l'émanation d'une société catholique, voilà. La chasse aux sorcières a commencé par la persécution de cultes dianiques. Hein. Les premiers procès concernent Diane, Artémis et les fées, donc des cultes plutôt matriarcaux, quoi, et antiques. Voilà. Donc il a fallu effacer tout témoin et toute résistance à ce nouvel empire romain catholique, et puis éliminer tout témoin de la réécriture de l'histoire. Donc voilà le leitmotiv. Donc pour revenir à l'empire byzantin, voilà, je défie Marion et Claire de me fournir les preuves que l'empire byzantin a bel et bien existé, l'empire byzantin chrétien, hein, voilà. Donc, puisqu'il n'y a aucun vestige archéologique, hein, moi j'ai visité la Grèce et la Turquie de fond en comble, on trouve à foison des vestiges romains, grecs, puis d'un seul coup on passe à la Renaissance, on passe aux vestiges vénitiens et ottomans, mais des vestiges médiévaux, il n'y en a pas du tout. Hein, peut-être à la limite de la fin du Moyen-Âge, quoi, mais et encore. Mais des vestiges vraiment byzantins, il n'y en a pas. Hein, on trouve en Grèce on trouve des tas de fortifications, hein, il y a les fortifications de Tiinte, les fortifications de Mycène, il y a les fortifications de je sais plus, il y a ce qu'on appelle la muraille de Chine grecque, c'est-à-dire qu'il y a une immense muraille de plusieurs kilomètres de long, une muraille mégalithique et dans un état de conservation impeccable. Et puis après plus rien. Bon, voilà. Alors peut-être que je sais pas, ils se sont tournés les pouces pendant 1000 ans, les Byzantins. Alors on va me dire mais il y a Sainte-Sophie. Mais Sainte-Sophie, d'après son architecture, tout indique qu'elle a été bâtie peu de temps avant la grande mosquée bleue ottomane, là, qui est juste en face. Et l'étude des fondations montre que voilà, elle est à peine plus vieille que la mosquée bleue. Donc si la mosquée bleue date du XVIe siècle, bien Sainte-Sophie date du XVe siècle. Voilà. Donc rien ne dit qu'elle n'a pas été bâtie sous les Ottomans, puisque le culte chrétien a été légal sous les Ottomans, moyennant un certain impôt. Où rien ne dit non plus que Sainte Sophie ait été chrétienne à l'origine, hein, parce que Hagia Sophia, c'est la sagesse personnifiée, vénérée par les Grecs, et qui est aussi un des attributs d'Isis et d'Artémis, quoi. Voilà, voire peut-être même d'Athéna, quoi. Donc rien ne me dit que il ne s'agit pas d'un temple polythéiste à l'origine. Alors on me dira oui, mais il y a les mosaïques à l'intérieur de Justinien et de Constantin, mais bizarrement ces mosaïques, elles ont été trouvées à la fin du 19e siècle, recouvertes par une couche de plâtre. Voilà, donc les Ottomans n'ont pas détruit ces mosaïques, ils se sont dit tiens, on va juste couvrir de plâtre pour que au 19e siècle on retrouve par miracle pour que des archéologues, non pas ottomans, mais des archéologues européens, des restaurateurs européens trouvent miraculeusement ces fameuses mosaïques qui ont pu être faites aussi sous les Ottomans. Hein. Alors bon, je n'ai pas la réponse, mais bon, Sainte-Sophie semble être le seul vestige byzantin, et encore assez douteux, quoi. Et mis à part ça, il y a pas, il y a les monnaies byzantines qui sont bidons, hein, pareil. Quand on compare aux monnaies antiques gréco-romaines, les monnaies byzantines sont des dessins d'enfants de 4 ans et demi. Sinon, il y a quoi? Il y a rien d'autre. Il y a des églises byzantines, encore une fois, qui ont été bâties probablement sous l'Empire ottoman. Et puis sinon, il y a aucun mobilier de la vie quotidienne. Enfin, il y a pas de, je sais pas, il y a pas d'armes. Hein, il n'y a pas d'épée byzantine, il n'y a pas de casque. Même de 1453 à la prise de Constantinople, il y a même pas, je sais pas moi, un canon byzantin. Qu'on montre un canon byzantin ou une épée byzantine, un casque byzantin. Voilà, ou même de la poterie, je sais pas, un pot de chambre, qu'on monte une lampe byzantine. Alors on a prétendu récemment qu'on avait trouvé le port byzantin médiéval, mais c'est pas vrai, c'était une annonce pub. Mais après coup, on s'est rendu compte qu'il s'agissait uniquement du port antique de Constantinople, mystérieusement balayé par un tsunami au VIe siècle. Voilà. Il n'y a pas de vestiges byzantins médiéval chrétien. Voilà. Donc voilà. Donc le défi est relevé. Moi, j'ai rien contre vous, mesdames. Je suis pas sataniste, je suis pas juif, je suis pas un franc-maçon. Je cherche juste la vérité. Et je pense que oui, l'Église catholique est critiquable d'un point de vue anthropologique.
Voilà, je critique aussi toutes les autres religions, il n'y a pas de souci, hein, du papou aux chinois, aux musulmans, aux juifs, à tout le monde y passe, et il n'y a pas de raison que l'église catholique, la très sainte église catholique n'y passe pas aussi. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt, et j'attends une réponse, et j'invite tous les autres ressentistes à faire ce genre de petites vidéos à la webcam, voilà, et pour défendre la vérité. Voilà, la vérité au-dessus du dogme, au-dessus de la religion, au-dessus des fantasmes de l'âge d'or médiéval chrétien. Voilà. Alors une petite note juste de fin, parce qu'on me dit ah mais le statut des femmes lors de l'âge d'or médiéval chrétien, il était élevé. D'une part, euh, d'une part, le statut de la procréation, j'en doute quand même. Je pense que là, il me semble bien que la procréation en mariage est quand même interdite, c'est-à-dire qu'il y a quand même les valeurs de virginité, fidélité, chasteté et donc répression sexuelle. Mais aussi le statut de la femme du Moyen Âge est directement hérité des sociétés germaniques qui avaient conservé des restes de droit maternel, des restes de matriarcat. Donc même les Burgondes, on sait que la filiation était toujours maternelle. Voilà. Donc sur cette base-là, je pense même que qu'il est possible, c'est une hypothèse, hein, qu'il ait existé une société médiévale templière dédiée à Isis, où il y eut une monarchie héréditaire matrilinéaire, donc en lignée maternelle, à l'image des Égyptiens ou des Étrusques, enfin des Étrusques à une certaine époque, ou bien des Germains, ou bien des Burgondes par exemple, et qu'il fut même un clergé féminin, donc alias Jeanne la Papesse, quoi, et que il est probable que cette héritière au trône de France, ce soit en même temps Jeanne la Papesse et peut-être en même temps, eh bien Jeanne d'Arc, quoi. Voilà. Voilà, bon, là c'est une petite, c'est la spéculation. J'ai pas encore assez d'éléments pour être sûr, mais voilà, c'est assez probable. Donc à très bientôt. Au revoir.